Très bien. Eh bien, merci Laurie. Effectivement, donc on va démarrer cette présentation. Donc l'objet de la présentation, effectivement, c'est la question de produire son énergie grâce au soleil. Et donc on va voir un peu dans le détail qu'est-ce qu'on peut produire grâce au soleil. Alors, juste on rappelle un petit peu que pour rappel, donc l'espace conseil France Rénov, c'est un service, on est bien un service gratuit, indépendant et neutre. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vous conseiller au mieux sur votre projet de rénovation. Et dans un second temps, c'est aussi on peut vous orienter par exemple vers des annuaires d'entreprises RGE, reconnus garants de l'environnement. Voilà, on ne vous citera pas de nom en particulier d'entreprise. Donc l'idée, c'est une expertise technique on a des retours plutôt positifs. Ce service est payé en fait par vos collectivités. Après, bon, ça va passer. Donc aujourd'hui, le programme. Donc l'idée, c'est vraiment de décliner en fait qu'est-ce qu'on peut faire quand on souhaite utiliser l'énergie solaire au sein de sa maison ou de son logement. Donc la première chose, effectivement, ce qu'on dit, c'est de bien faire les choses dans l'ordre. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la premier élément, en fait, par exemple, l'électricité, le photovoltaïque, la production d'électricité, est souvent une étape qu'on effectue plutôt en dernier, on va dire, dans un projet de rénovation. Pourquoi? Parce qu'on est sur vraiment, pour améliorer le confort, pour baisser sa consommation d'énergie, ce sont vraiment des éléments importants qui sont aujourd'hui, on va dire, prioritaires pour aller vers la performance énergétique. Donc, notamment d'avoir vraiment un bâtiment plutôt compact et bien isolé, vraiment, avec un système donc un traitement des ponts thermiques, bon, ça c'est vraiment entre niveaux, d'avoir vraiment des fenêtres performantes, d'avoir une bonne ventilation et d'avoir un chauffage qui a un bon rendement. Notamment, ça pourrait être un chauffage solaire. Donc, ces éléments-là, ils sont vraiment prioritaires en général sur un projet de rénovation par rapport à l'installation, par exemple, de panneaux photovoltaïques pour produire son électricité. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la présentation. Mais si vous souhaitez en tout cas effectivement aller vers la performance énergétique, donc retenez bien les éléments importants, c'est donc une bonne isolation, que ce soit au niveau des murs, des combles, du sol, des fenêtres, un système de vitrage performant, pas forcément de fuite d'air, c'est-à-dire pas de trous d'air ou de fenêtres non étanches dans sa maison, avoir une bonne ventilation simple ou double flux, et avoir un système de chauffage, donc à haut rendement plutôt récent, avec des radiateurs ou un sol chauffant, un plancher chauffant, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est quand on parle du solaire? De quoi on parle? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le solaire, vous imaginez, mais effectivement, c'est une information à rappeler, c'est que le solaire, c'est une ressource qui est abondante, à la différence d'autres ressources fossiles ou comme l'uranium. On est vraiment sur une énergie qui est abondante toute la journée. Quand on regarde plus précisément cette énergie, on parle de gisement solaire. Et donc, en fait, en Loire-Atlantique, on est effectivement sur un gisement solaire qui se situe entre 1350 et 1490 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est vraiment le rayonnement solaire qui arrive en fait sur le territoire. Et donc, c'est l'énergie qu'on peut potentiellement utiliser pour, vous allez voir, produire de l'électricité ou chauffer son eau chaude ou chauffer sa maison au niveau du chauffage. Donc, si vous voyez, là, on est vraiment à la limite au niveau de la Loire, donc c'est un territoire qui est plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'effectivement, en fonction du fait qu'il y ait des nuages ou qu'on soit en plein soleil, donc forcément, le rayonnement n'est pas le même. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, effectivement, c'est bien que même si le ciel est couvert ou partiellement couvert, on a du rayonnement solaire. Donc, on peut recevoir de l'énergie. Y compris par exemple au printemps, à l'automne et en hiver, par exemple, on pense tout de suite, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, en ayant un ciel complètement avec des nuages, on n'a pas de rayonnement et effectivement, c'est faux, on a quand même un peu de rayonnement, d'irradiation. Un élément important aussi, c'est ce qu'on appelle les masques solaires. Donc, c'est par exemple, si vous êtes sur votre maison, un masque solaire, effectivement, ça peut être à l'échelle d'une maison, par exemple, toute ombre portée qui peut s'étendre sur la toiture. Donc, ça peut être
une cheminée, par exemple, une antenne. Ça peut être la maison du voisin, par exemple, qui est beaucoup plus haute que la vôtre, qui est orientée plutôt au sud. Ça peut être des arbres, ça peut être une montagne, ça peut être énormément de choses, voilà, qui font de l'ombre portée en journée. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette ombre portée-là, en fonction de l'année et du mois de l'année et de la saison, en fait, elle est plus ou moins étendue. Donc là, vous voyez ce schéma qui présente donc de gauche à droite, c'est bien le nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a en fait on a une possibilité. Le soleil est beaucoup plus haut quand il est au sud, au mois de juin. Et forcément, quand on est au mois de décembre, en période hivernale, le soleil, le rayonnement est beaucoup plus bas. Et donc, par exemple, si on voit la question de cet arbre qui était à côté de la maison, au mois de juin, on voit qu'il n'y aura pas nécessité ou nécessairement d'ombre portée sur la toiture. Par contre, au plus bas, vraiment en hiver, il est possible en fait que l'arbre qui est à côté de votre maison puisse faire de l'ombre. Alors, vous me dites si je vais un petit peu vite ou pas, mais voilà, là, c'est vraiment sur l'introduction. L'idée aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle d'énergie solaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec vraiment? En fait, il ne faut pas confondre. On a deux types de solutions solaires. La première, dont on va parler tout de suite, c'est le photovoltaïque. Donc, c'est vraiment, on capte la lumière pour produire de l'électricité. En général, on est sur des panneaux en fait, avec un rendement moyen de 15%. Ça paraît assez faible, mais effectivement, c'est le rendement actuel des panneaux. Après 20 ans, on a une perte de puissance de 10%, mais on va en parler un petit peu après. Effectivement, cette perte de puissance, effectivement, est de 10%, mais les panneaux, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que la durée de vie des panneaux, en général, est plus longue que ce qui était affiché, en fait, il y a plusieurs années. Et on peut avoir des panneaux aujourd'hui qui garantissent une production d'électricité de 25 jusqu'à 30 ans. Ça, c'est vraiment la première ressource solaire que l'on peut utiliser pour produire de l'électricité. Dans un deuxième temps, il y a tout ce qui est plutôt le solaire thermique. Donc là, c'est vraiment une autre façon de faire. Ce sont des panneaux en fait, qui contiennent du vide, tout simplement, avec un réseau de tuyaux où passe de l'eau qui est souvent de l'antigel. Cette eau va être réchauffée en fait, au contact du soleil, du rayonnement solaire, et va être reliée en fait, à un système qui peut être soit un ballon d'eau chaude solaire, soit un système, ce qu'on appelle un système solaire combiné. Et donc, ça va vraiment permettre de chauffer un gros volume de chaude qui sera ensuite injecté dans vos radiateurs ou dans votre plancher chauffant. Donc, ce sont bien deux solutions différentes aujourd'hui. On capte bien la chaleur, donc les infrarouges, et on produit de la chaleur qui va être utilisée pour de l'eau chaude sanitaire ou alors de l'eau qui va être injectée ensuite dans du plancher chauffant ou des radiateurs. Le rendement est autour de 40%. Si l'on regarde vraiment plus précisément, dans un premier temps, le photovoltaïque. Donc, le photovoltaïque, je rappelle, c'est vraiment pour produire de l'électricité. Quels sont les premiers éléments à bien noter pour savoir si ça pourrait être intéressant ou pas d'installer du photovoltaïque sur sa toiture? Le premier élément, donc on l'a évoqué, c'est la question des masques solaires avec les arbres, l'orientation aussi en plein sud. Et là, si vous voyez, si l'on regarde plus précisément cette question d'orientation, on s'aperçoit en fait que l'orientation idéale pour la production photovoltaïque, pour avoir 100% en fait, d'énergie captée, c'est bien une orientation en plein sud avec plutôt une inclinaison comprise entre 30 et 45 degrés. Si vous êtes effectivement, votre maison par exemple est orientée plein est ou plein ouest, vous êtes à 80% de la possibilité, en termes d'utilisation du rayonnement, vous êtes à 80% à peu près sur une base de 100%. Donc l'orientation est bien idéale, c'est le sud. Après, on vous enverra ce schéma pour vous référer. Vous pouvez bien regarder votre toiture et voir sur quelle est votre orientation pour voir si ça peut être intéressant ou non.
Ce qu'on voit effectivement, juste pour préciser, par exemple, les panneaux qui sont posés, par exemple, au sud-est ou au sud-ouest reçoivent 95% de l'énergie. Donc, si vous n'êtes pas en plein sud à 0 degré, il est toujours possible en fait d'installer en fait du photovoltaïque. Voilà, néanmoins, vous aurez un rendement un petit peu plus faible, ce qui peut bien sûr affecter la rentabilité de l'opération. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la production annuelle en moyenne est autour de 1000 à 1200 kWh par kilowatt crête. Donc, kilowatt crête, c'est une mesure en fait qui est utilisée pour le photovoltaïque. En général, à peu près pour 1 kilowatt crête, donc sur des devis par exemple d'artisans, vous avez une production de panneaux, c'est noté en watts crête. Et effectivement, quand on est autour de par exemple de 1 kilowatt crête, on est plutôt autour de 3 à 4 panneaux photovoltaïques. Et quand on est sur 3 kilowatts crête, qui est la moyenne à peu près de l'installation chez un particulier, sur une toiture moyenne, on est plutôt autour de 10 panneaux qui totalise une surface environ de 15 mètres carrés. Si vous avez cette proposition commerciale ou cette proposition ensuite en prenant rendez-vous avec nous, après en analysant votre toiture, il faut estimer qu'on est peut-être sur une production d'environ 3400 à 3700 kWh par an. Quand on veut du photovoltaïque, donc on se dit qu'est-ce qu'on veut faire finalement avec ce photovoltaïque. Donc on a deux choix concrètement qui est proposé aujourd'hui par Enedis. On a soit une possibilité d'installer des panneaux pour revendre totalement l'électricité à EDF, enfin EDF obligation d'achat. Donc c'est-à-dire vous installez les panneaux et toute l'énergie produite est revendue à 100% directement au distributeur. Cette énergie, pour EDF obligation d'achat, elle est vendue à 17 centimes du kilowattheure, ce qui correspond à peu près au prix que vous payez pour l'électricité, si vous n'avez pas forcément d'abonnement à creuseur plein. C'est une solution qui est utilisée, qui en général n'est pas la solution principale, qui n'est pas la solution la plus utilisée, en tout cas pour une installation de 3 kW crête. Pour des installations de plus en plus grosses, ça commence à devenir intéressant. L'autre solution qui est utilisée et qui est utilisée majoritairement, c'est l'autoconsommation avec revente de surplus. En fait, vous installez des panneaux, par exemple 3 kW crête toujours, donc par exemple 10 panneaux pour 15 mètres carrés de surface de toiture. Vous autoconsommez en général 30 à 40% de la production d'électricité et vous revendez 60 à 70% de l'électricité sur un tarif de 10 centimes du kilowattheure à EDF obligation d'achat. Pourquoi on parle de ça tout de suite? C'est parce que effectivement, ça a un impact sur le type d'installation qui est proposé. Effectivement, quand on a l'installation classique avec une autoconsommation, par exemple, c'est bien des panneaux solaires. Après, on est un petit peu dans le détail, là, mais on va dire avec un onduleur qui va transformer le courant pour être utilisé et avec forcément un compteur pour l'énergie produite par l'utilisateur. Après, je ne vais pas aller trop dans le détail pour là. Si vraiment vous voulez des détails, vous n'hésiterez pas à prendre rendez-vous avec nous pour vraiment avoir plus d'informations. Là où je voudrais attirer votre attention aussi, c'est si vous êtes intéressé par cette question d'autoconsommation avec vente de surplus. Vous vous dites, 30 à 40%, c'est vraiment pas énorme. En fait, j'installe plein de panneaux et en fait, je vais avoir que 30 à 40%. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, quand on a une installation moyenne domestique, le courant, en fait, la majorité du courant est produit en journée. Et donc, pour être utilisée, il faut qu'elle soit consommée de suite, en fait, s'il n'y a pas de stockage de batterie. Donc, si vous n'avez pas de capacité de stockage, effectivement, toute l'énergie qui est produite doit être utilisée en même temps pour être autoconsommée. Et si vous voyez sur ce schéma-là, donc le surplus, forcément, on va dire un ménage en France moyen, donc on va dire a un pic de consommation d'électricité qui est plutôt le matin et plutôt le soir. Et donc forcément, c'est là où on n'a pas nécessairement d'ensoleillement ou peu.
Donc, on a forcément, on ne peut pas, là où on va consommer de l'énergie, on va consommer de l'électricité, ce ne sera pas forcément là où vous avez la production des panneaux photovoltaïques. Si vous souhaitez, vous vous dites, bon, bah, comment c'est possible d'améliorer un petit peu cette part d'autoconsommation? L'idée, en fait, c'est par exemple quand on installe des panneaux photovoltaïques avec l'autoconsommation, avec vente de surplus, pour augmenter sa part d'autoconsommation, ce qui est important de faire, par exemple, c'est de consommer votre électricité plutôt en journée. Donc, par exemple, faire vos machines à laver en journée. Lancer un lave-vaisselle si vous avez un lave-vaisselle plutôt en journée. C'est vraiment vous devez orienter en fait votre consommation liée à vos gros équipements ménagers plutôt en journée. Là, on va arriver vraiment sur la deuxième solution qui est par rapport à l'énergie solaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire? Donc, c'est vraiment la deuxième solution, pardon, c'est plutôt de produire son eau chaude sanitaire. Alors, comment ça marche concrètement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le soleil capte, on utilise des capteurs donc, qui vont vraiment stocker la chaleur dans lequel passe un réseau de tuyaux avec un antigel. Et donc, ce liquide-là, en fait, est relié, en fait, est effectué par un réseau, est relié jusqu'à un chauffe-eau. Et donc, la chaleur dégagée par les tuyaux donc, va chauffer votre chaude sanitaire. Vous avez différents types de capteurs. Vous avez ce capteur le plus répandu, ça s'appelle un capteur plan. C'est vraiment un boîtier étanche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sinon, vous avez des capteurs, ce qu'on appelle sous vide. Donc, si vous voyez ça sur des toitures, c'est un peu moins commun parce que ça coûte un petit peu plus cher. Par contre, en termes de performance, c'est assez intéressant et en termes de gestion de surchauffe aussi, c'est des capteurs qui sont assez intéressants. Ils peuvent aussi compenser des défauts d'inclinaison ou d'orientation. Par exemple, si on a une inclinaison qui n'est pas favorable, donc qui peut être par exemple supérieure à 45 degrés, c'est forcément, on peut compenser avec des capteurs à tubes. Pour le détail, pareil, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous vraiment pour analyser plus précisément votre toiture. Alors, comment ça marche un chauffe-eau solaire individuel? Bon, alors, concrètement, le soleil, il y a donc ce fameux réseau de tuyaux qui passe, si vous voyez sur l'image de droite, ce fameux réseau de tuyaux qui passe en fait au niveau de la toiture, qui relie vraiment les panneaux jusqu'au chauffe-eau solaire. Donc, ça va vraiment créer un réseau donc, qui sera situé plutôt en bas du ballon, donc qui va permettre effectivement de chauffer au maximum l'eau. Et derrière, en fait, il y a un appoint. Effectivement, donc un chauffe-eau solaire, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a souvent donc, soit une chaudière, soit une résistance électrique, soit plutôt les deux, en général, l'un ou l'autre, mais soit une résistance électrique, soit une chaudière. Donc, il va effectuer l'appoint, évidemment, quand il n'y a pas assez de soleil en décembre, par exemple, ou en janvier, ou plutôt donc, sur la période hivernale. Ce qu'il faut savoir en Loire-Atlantique, avec une orientation favorable et une bonne inclinaison, donc je rappelle plutôt plein sud ou plutôt 30 à 45 degrés de pente de toiture, on est sur un taux de couverture d'environ 70% à l'année. C'est quand même assez intéressant. Et donc les 30 derniers pourcents vont être couverts par une résistance électrique ou alors, par exemple, votre chaudière qui va être reliée au chauffe-eau solaire. À noter des informations précises, un chauffe-eau solaire, en fait, le volume du ballon va être différent en fonction du nombre d'occupants, donc comme un chauffe-eau électrique ou un chauffe-eau thermodynamique. Néanmoins, le volume est en général 1,5 fois supérieur à un chauffe-eau classique électrique, par exemple. Ce qu'il faut savoir, par exemple, vous êtes deux occupants, par exemple, en France, on considère que deux occupants vont consommer 66 litres en moyenne d'eau chaude par jour par personne. Donc, par exemple, un ballon pour deux occupants, un ballon de 80 litres ou de 100 litres peut suffire en ballon électrique ou thermodynamique. Si vous avez un ballon solaire et que vous avez un appoint intégré, donc par exemple une résistance électrique, il faut multiplier par 1,5 le volume du ballon. En nombre de capteurs, concrètement,
il faut pour 2 personnes, on compte 1,5 à 2 mètres carrés de surface. Donc, il faut compter à peu près 1 mètre carré par personne pour le besoin en eau chaude sanitaire. Et concrètement, un capteur plan, ça fait 1,7 mètre carré, à peu près 2 mètres carrés. Donc, du coup, il faut compter pour 2 personnes, il faut compter à peu près un panneau. Donc, et puis après, forcément, on augmente par rapport au nombre de personnes. Le coût moyen se situe à la base autour de 4 000 euros, sans les aides financières, parce qu'il existe aussi des aides financières de l'État. Et cette aide-là peut être distribuée effectivement en fonction du niveau de revenu. Vous avez une possibilité d'avoir des aides financières. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, une dernière info, par exemple, si vous avez un chauffe-eau électrique, que vous venez de l'acheter, vous vous dites, bon, bah, là, je ne vais pas mettre un chauffe-eau solaire puisque je viens d'installer un chauffe-eau électrique. Et il est possible en fait, d'adapter dans une certaine mesure, donc à voir avec un installateur, il est possible d'adapter en fait, les chauffe-eau électriques et les transformer en chauffe-eau solaire. Néanmoins, effectivement, je vous informe tout de suite que cette possibilité, il faut vraiment avoir un chauffe-eau très récent. Et il faut faire bien sûr vérifier en fait cette possibilité-là par l'installateur. Donc, on est sur cette diapositive. Il y a une question ponctuelle là, qui vient d'intervenir du coup de Marjolie Le Pape qui demande si 4 000 euros, c'est pour une installation avec un panneau de 2 mètres carrés. Oui, effectivement, Marjorie, le 4 000 euros, c'est plutôt avec une installation pour 2 personnes, 2, 3 personnes. Dès qu'on passe à 4, 5, on est vraiment on augmente, on passe plutôt sur 4 500, 5 000 euros. Après, le prix dépend vraiment aussi de la complexité du chantier. Par exemple, moins vous avez de distance entre le chauffe-eau et les capteurs, forcément, moins il y a de tuyaux installés, moins il y a de main-d'œuvre, et donc moins c'est onéreux. Et donc, c'est plus intéressant. Donc, ce que je n'ai pas dit, effectivement, je peux rajouter, c'est que l'intérêt, effectivement, quand on pose des panneaux pour un chauffe-eau solaire, c'est vraiment de se rapprocher au plus de la buanderie ou alors de rapprocher le ballon d'eau chaude au plus près de la toiture. L'idée, c'est vraiment d'avoir le moins de distance possible pour éviter les déperditions et éviter, bien sûr, tous les surcoûts liés à l'installation. Néanmoins, juste pour terminer aussi, c'est un système qui est assez robuste. En fait. Les chauffe-eau solaires en fait, ont une durée de vie souvent supérieure en fait, aux chauffe-eau électriques, ce qui fait que c'est quand même un investissement très intéressant dans le temps, que ce soit pour les capteurs, pour le ballon. C'est très souvent en fait, un investissement de qualité et qui dure bien dans le temps, qui a une durée de vie supérieure au chauffe-eau électrique ou au chauffe-eau thermodynamique. Donc, pensez bien, par exemple, si vous installez un chauffe-eau électrique qui dure 10 ans en moyenne, eh bien, vous avez pour un chauffe-eau solaire qui peut durer un peu plus longtemps, forcément, il faut faire aussi un ratio en disant bah, si je devais changer le chauffe-eau électrique dans 10 ans et que celui-ci dure 15 ans, est-ce que finalement ça compense un peu aussi le surcoût? Voilà, c'est à vous de voir. Et étudiez bien les aides financières aussi possibles de l'État et de la prime énergie. Le solaire, effectivement, pourquoi on peut l'utiliser solaire dans un troisième temps, c'est pour diminuer ses consommations. Donc là, par exemple, on va vraiment aller plus précisément dans un système qui est utilisé majoritairement dans les maisons, donc avec des radiateurs à basse température et des planchers chauffants. Donc ça s'appelle un système solaire combiné. Concrètement, c'est quoi? C'est le même principe que le chauffe-eau solaire. Donc on installe des panneaux sur la toiture qui sont reliés à un réseau, qui sont reliés à un gros ballon, ce qu'on appelle un ballon tampon, un gros ballon, on va dire, qui peut aller de 500 vraiment au plus bas, mais plutôt autour de 800 litres jusqu'à 1000 litres. Ça, c'est le schéma classique qu'on peut utiliser quand on a des radiateurs. Donc, ce ballon, il est placé forcément dans un local dédié, par exemple une buanderie ou alors un garage. Et donc, ce système-là, en fait, vous permet en fait d'utiliser, en fait, ça vous permet en fait d'avoir une énergie gratuite pour votre chauffage. Donc, c'est une énergie qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que avec l'augmentation du prix des énergies, l'avantage c'est que le soleil, ça n'augmente pas forcément puisque c'est gratuit. Et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir une énergie gratuite qui n'évolue pas dans le temps. Ce type d'installation est à étudier, est assez intéressante. Donc là, pour le cas présent, quand on a des radiateurs, je vous l'ai dit, on a effectivement un ballon de stockage donc qui va permettre de stocker l'eau.
Ça fait aussi, donc l'avantage de cette installation, ça vous couvre en général 100% de l'eau chaude sanitaire à l'année. C'est-à-dire que l'ensemble de l'eau chaude sanitaire est couverte par le système solaire combiné. Et c'est 40 à 60%, ça peut aller de 40 à 60%, ça peut être un petit peu moins de 40 en fonction de ce que vous décidez et de discuter avec l'installateur, mais ça peut couvrir 40 à 60% de votre besoin en chauffage. Je reviens aussi juste sur ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment le deuxième cas, c'est d'avoir ces systèmes solaires combinés avec un plancher chauffant. C'est très adapté en fait avec le système solaire combiné. Pourquoi? Parce que, par exemple, en été, quand il fait très chaud, la température peut monter de manière assez importante et donc elle peut être stockée, par exemple, dans le plancher chauffant. Il existe aussi d'autres systèmes, mais l'avantage du plancher chauffant aussi, c'est que ça assure un très bon rendement en fait, de cette installation, qui sera supérieur à avoir des radiateurs. Un élément aussi à noter, effectivement, vous avez vu, c'est 40 à 60% de couverture. Donc, forcément, quand il n'y a pas de soleil, c'est la même chose, il faut un appoint. Donc, ça peut être un appoint, par exemple, une chaudière gaz. C'est un système qui est très utilisé. Ça peut être aussi une chaudière à granulés, une chaudière à bois. Ça peut être aussi, par exemple, un poêle bouilleur. Donc, voilà, c'est un poêle qui fait chauffage central. Et quand il n'y a pas assez de soleil, hop, on met des bûches ou on met du granulé. Et puis, du coup, ça va permettre de faire l'appoint. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est à peu près, bon, c'est des ratios qu'il faut bien vérifier chez vous. Il faut bien vraiment vérifier sur place avec, donc, il faut compter à peu près 10. La surface des capteurs, c'est 10% à peu près la surface chauffée. Il faut compter à peu près 1200 € par mètre carré de capteur. Effectivement, et il y a aussi bien sûr à intégrer une gestion des surchauffes estivales parce que quand il fait en plein mois d'août, et forcément on n'utilise pas cette énergie-là pour le chauffage, et donc la température peut monter très vite. Et donc pour éviter la surchauffe et la dégradation du système, on va bien sûr, on demande, les installateurs peuvent intégrer des systèmes donc, voilà, qui vont décharger le liquide, enfin, voilà, qui vont empêcher la dégradation, bien sûr. On peut aussi avoir dans l'idéal, par exemple pour les personnes qui ont une piscine ou qui veulent avoir une piscine, c'est très intéressant ce système parce que justement, on peut aussi décharger en fait, le surplus de chaleur l'été dans la piscine. Et donc, vous avez des piscines chauffées gratuitement. Et donc, ça, c'est très intéressant aussi. On n'en parle pas beaucoup parce que nous, on est sur la rénovation des maisons, mais le système solaire combiné pour les piscines, c'est très intéressant. Donc voilà, après, il faut compter sur un système solaire combiné. Voilà, le prix moyen dépend beaucoup de l'installation. On va dire pour être voilà, donner un ordre de prix, on est plutôt autour de 15 000 € sur un système solaire combiné. Ça peut monter un peu plus, 20 000 en fonction enfin, voilà, du type d'installation. Et là-dessus, il y a aussi des aides financières de l'État, des aides financières des pollueurs-payeurs et des possibilités d'emprunt à taux zéro. Pour terminer, donc il existe aujourd'hui des solutions qui sont hybrides, donc qui utilisent l'électricité et la chaleur. Alors, cette première solution, qui est l'aérovoltaïque, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est de moins en moins utilisé, mais ça existe. Ce sont des panneaux en fait, voilà, qui réchauffent l'air. Donc, c'est des panneaux vraiment où il y a un système donc, qui est relié à un ventilateur. Et donc, ça réchauffe l'air qui est ensuite injecté dans la maison. Disons que ça fait un peu comme une ventilation et ça chauffe, voilà, ça fait un peu ça chauffe en fait une partie de la maison. Voilà. Après, le confort n'est pas forcément le même que d'un système de radiateur, donc, et c'est un système qui est de moins en moins utilisé, mais bon, on peut le garder sous le coude pour l'instant. Et le système aussi qui est de plus en plus utilisé et développé, effectivement, c'est le système des panneaux hybrides, donc qui font photovoltaïque et aussi qui peuvent être utilisés pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Donc, c'est un panneau, donc la face orientée, la face au soleil, donc plutôt côté extérieur du panneau, elle est couverte par des cellules photovoltaïques. Et l'arrière du panneau est intégré avec donc ce fameux circuit d'eau. Et donc, ce système en fait, permet de coupler la production d'électricité et le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Donc, aujourd'hui, le système est moins performant. Néanmoins, vous avez de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, donc vous avez les deux en même temps. C'est un petit peu moins performant, mais bon, c'est intéressant quand même.
Le coût d'installation est aujourd'hui plus élevé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce type de proposition ou si vous êtes intéressé, si vous avez des propositions commerciales d'installateurs, n'hésitez pas à revenir vers nous, car nous sommes friands de devis de ce type d'installation pour savoir exactement, avoir plus d'informations. L'avantage aussi, c'est forcément, plutôt que d'avoir des panneaux solaires thermiques et des panneaux photovoltaïques sur la toiture, on n'a qu'un seul panneau, donc ça prend moins de place, tout simplement. Donc, un élément aussi donc c'est important, c'est la question du choix du professionnel. Donc, ce qui est important à savoir, c'est bien quel professionnel choisir. Donc, on vous conseille fortement, effectivement, d'aller vraiment vers des répertoires, donc ce qu'on appelle RGE, donc des professionnels RGE, Calisol ou Cali-PV. Vous aurez effectivement, vous trouvez ce type de professionnel. Cet annuaire, il est disponible sur le site internet de france-rénov.gouv.fr, donc l'annuaire des professionnels. Louis, est-ce que tu peux mettre dans le chat le lien, car je ne l'ai pas mis sur la présentation. Et donc voilà, l'intérêt, c'est bien dans un premier temps de choisir des professionnels RGE. Et dans un deuxième temps, très important, de choisir des professionnels locaux. Surtout, prenez des installateurs près de chez vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà, ils vont être plus disponibles, déjà pour venir installer, tout simplement. Pour l'entretien, ils peuvent vous proposer aussi des contrats d'entretien. Enfin, il y a vraiment un suivi en fait, de votre installation qui est plus intéressant. Il y a aussi une garantie, un peu plus de confiance que vous pouvez avoir envers les installateurs. Et effectivement, par retour d'expérience, nous aussi, on remarque que c'est beaucoup plus intéressant de faire appel à des professionnels locaux. Donc voilà, au plus près de chez vous, ou en tout cas dans les 20 km autour de chez vous, ou 30 km. Que ce soit pour le thermique, donc pour le chauffe-eau solaire individuel, système solaire combiné, ou le photovoltaïque. Voilà, nous avons terminé notre présentation. On vous laisse les coordonnées de nos services dans les différents départements. N'hésitez pas, donc, si vous avez des besoins de rendez-vous, si vous souhaitez avoir des rendez-vous, on dispose de rendez-vous d'1 heure, où on peut aussi vous expliquer par exemple certaines aides financières ou certaines informations aussi de base par téléphone. Donc n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fait plaisir. On a pas mal d'appels, par contre, on vous rappelle juste au passage. Donc, si ça sonne occupé, c'est normal, c'est parce qu'on a beaucoup de succès, donc c'est bien. Mais il faut être patient des fois. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous via notre site internet qui est indiqué, notamment par exemple, qui est indiqué, on vous le renverra du coup, par mail. Super, merci Guillaume. Alors, je prends un tout petit instant, mais je vais en profiter pour vous mettre le tout dernier sondage, le petit sondage de satisfaction finalement. Le temps de chercher le lien vers notre site internet pour la prise de rendez-vous en ligne. Hop, je lance le sondage et je vais chercher ça. Alors, ça répond doucement au sondage. J'en profite de ce sondage aussi, peut-être pour vous partager une information sur Insun We Trust pour les habitants de Nantes Métropole. Effectivement, je vais vous montrer. Donc, vous avez cette possibilité pour les habitants de Nantes Métropole. Vous pouvez, excusez-moi, je vais un peu vite. Vous avez en fait ce qu'on appelle un cadastre solaire, donc qui a analysé l'ensemble des toitures des bâtiments de Nantes Métropole. Donc, ce site internet, vous l'avez, qui est indiqué juste au-dessus. Donc, ça s'appelle Nantes Métropole. Insun We Trust a rappelé que c'est une entreprise, donc elle a quand même un objet commercial. Mais vous pouvez faire des simulations sur ce site. Voilà, par exemple, vous tapez une adresse quelconque.
Tac. Alors, vous voyez, tout est jaune. Donc, plus c'est jaune, mieux c'est. Là, on prend cet exemple. Donc, vous voyez, là, vous avez les toitures ici. Vous cliquez. Là, j'ai noté l'adresse. Après, vous pouvez aussi cliquer sur d'autres maisons. Et donc, vous cliquez dessus. Hop. Voilà, ça vous donne, par exemple, le nom de surface optimale, on va dire, qui est possible d'utiliser. On peut regarder dans le détail, par exemple, quels sont dans le détail de la toiture, quels sont les éléments qui pourraient être intéressants donc sur votre toiture. Voilà. La puissance en watts crête, kilowatts crête, comme je vous ai déjà indiqué. Voilà. Après, n'hésitez pas, voilà. Ça peut être de vous donner déjà une idée avant de prendre rendez-vous avec nous. Pour les habitants de la Carène et les habitants de Cap-Atlantique, donc Guérande, Saint-Nazaire, vous avez aussi un cadastre solaire qui est utilisé, dont l'utilisation est réservée aux conseillers, donc à nous-mêmes, qui justement, quand vous prenez rendez-vous, en fait, on vous fait une analyse plus précise de votre toiture, voilà, avec un but non commercial, et donc ça vous permet vraiment d'avoir des informations plus précises aussi sur les possibilités d'installation, le potentiel de votre toiture. Alors, Guillaume, du coup, nous avions aussi d'autres petites questions, donc toujours de Marjolie. Alors, que je remonte. On voulait savoir s'il y avait un maximum de longueur de tuyauterie à avoir entre les capteurs et le ballon de stockage d'eau chaude. Alors, là-dessus, effectivement, il faut faire vérifier avec un professionnel. Alors, la première question, c'est est-ce que la tuyauterie passe dans des locaux qui sont forcément chauffés ou non chauffés, parce que la déperdition ne sera pas la même. Alors, il faut vérifier, je crois que c'est 8 mètres maximum. Après, Laurie, je ne sais pas si toi tu peux confirmer ou pas de ton côté, mais on n'y a pas de longueur et il n'y a pas de distance exacte qui est fournie. C'est vraiment quand l'installateur vient chez vous qui vous fera ce commentaire ou non. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il doit bien y avoir une longueur maximale à un moment, mais tout dépend de la contrainte aussi technique de la maison. Et tu avais parlé aussi de la possibilité de se servir du chauffe-eau électrique, enfin dans certains cas. C'est pas du tout là que je voulais en venir. Tu parlais justement que ça, c'était une des possibilités, mais que sinon, il fallait installer un nouveau ballon, donc ballon d'eau chaude solaire, et enchaîné avec la durée de vie des panneaux, qui maintenant durait plutôt longtemps dans le temps. Et Marjolie avait entendu dire que les ballons d'eau chaude solaire avaient une durée de vie très faible. Alors, en fait, dans le détail, en fait, si on regarde vraiment dans le détail, la durabilité en fait, des panneaux, elle est plutôt autour de 20 à 25 ans, même plutôt 25 ans. Ensuite, il y a la question de l'installation vraiment des tuyaux, enfin du circuit de distribution, si on peut parler plus précisément, qui, elle, était donnée autour de 15 ans. Et effectivement, le ballon, peut-être ça va jusqu'à 15 ans, ça peut être aussi un peu plus faible, effectivement. Ça dépend aussi, bien sûr, de la question de la dureté de l'eau, de la qualité de l'eau, du calcaire en fait, qui est présent au niveau de votre secteur, bien sûr, qui agit sur la durée de vie. Néanmoins, il est bien indiqué qu'un système de chauffe-eau solaire a une durabilité un petit peu plus importante. Juste pour terminer sur cette question, le chauffe-eau, je n'ai pas précisé, mais on peut aussi utiliser l'eau du chauffe-eau solaire pour injecter directement en fait, cette eau pour votre machine à laver et votre lave-vaisselle. Ça, c'est très intéressant quand on est sur par exemple, vous avez une nouvelle cuisine, donc vous allez mettre une cuisine à un nouvel endroit, donc vous allez refaire la plomberie. Eh bien, vous pouvez utiliser l'eau chaude sanitaire produite par le chauffe-eau solaire et l'injecter directement, par exemple, surtout pour le lave-vaisselle, c'est très pratique parce que ça évite que la résistance électrique du lave-vaisselle chauffe l'eau. Donc, vous faites des économies en plus. Tu fais bien de partager toutes ces informations et astuces sur le solaire thermique, car Marjolie nous précise qu'elle est en fait auditeur RGE, qui a fait des audits sur la Loire-Atlantique, et que c'est pas le solaire, c'est pas forcément la solution qui est proposée
systématiquement et qu'il fallait qu'il le fasse plus. Donc, c'est bien, tu amènes, plein d'arguments pour, que ce soit proposé dans les scénarios de travaux. J'ai maintenant une question des gens, excusez-moi si j'écorche votre nom, qui demande si, l'utilisation d'une, batterie, avec le photovoltaïque, c'est intéressant, pas intéressant? Alors, la question, effectivement, c'est comme je vous ai dit au tout début, c'est le dimensionnement qui compte, c'est donc le nombre de panneaux que vous mettez. Donc, pour un dimensionnement moyen, on va dire, sur une surface de 10 mètres 10 à 15 mètres carrés de toiture, on n'a pas besoin de batterie parce qu'on ne va pas stocker, vu qu'en fait, tout le surplus est réinjecté en fait, chez EDF. Donc la question des batteries, c'est si vraiment, si on continue, si on augmente en termes de puissance, plus on va installer de panneaux, effectivement, plus la question, et si on veut autoconsommer, plus la question de cette autoconsommation va se poser, et donc la nécessité peut-être de stocker. Aujourd'hui, la réponse qu'on a, c'est que les batteries coûtent très cher et qu'en fait, ça, en termes de rentabilité sur une installation, ça ne vaut pas trop le coup, tout simplement. En fait, ça alourdit vraiment le coût de l'opération, ce qui fait que vous n'y retrouverez pas financièrement en général. Pour faire un peu une généralité, mieux vaut effectivement, si vous vraiment vous passez, vous augmentez en termes de surface, mieux vaut partir sur de la revente totale plutôt que d'avoir des batteries de stockage. Les batteries, peut-être, sont plus réservées, par exemple, en site isolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas, aujourd'hui, par exemple, légalement parlant, être branché sur l'électricité, enfin, sur le secteur, et en même temps avoir vraiment un système de production isolé. C'est-à-dire qu'on doit forcément revendre son courant à EDF, le réinjecter. On ne peut pas, pardon, réinjecter son. Excusez-moi, je me mélange. On ne peut pas en fait réinjecter son surplus d'électricité sur le réseau sans autorisation. Et donc, il est possible aujourd'hui d'avoir des batteries si vous êtes vraiment sur un site isolé qui n'est pas desservi par le réseau électrique. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir des batteries. Mais sinon, enfin, juste pour résumer et de redire, bien souvent, les batteries alourdissent le bilan de l'opération et fait qu'en fait, ce n'est pas rentable d'installer du photovoltaïque. Du coup, on a Arnaud Masson qui demande quel surcoût d'un système avec batterie, notamment pour alimenter un plancher chauffant électrique. Effectivement, alors, dans un système de plancher chauffant électrique, alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je vais préciser, on n'a pas parlé de la question de la consommation d'énergie de chauffage électrique. Bien souvent, vous imaginez, alors juste pour exemple, une installation de 3 kW crête, ça va produire 3400, 3700 kWh à l'année. En moyenne, la production, par exemple, pour une maison de 100 mètres carrés qui consomme peu, on est vraiment sur une consommation d'électricité qui est bien plus importante que 3400. Ça correspond plutôt aux besoins domestiques de type tout ce qui est grille-pain, ventilation, éventuellement eau chaude sanitaire, mais le chauffage sera toujours plus important. La demande en fait en électricité sera toujours plus importante que la production qui est possible par les panneaux photovoltaïques. Et la question du stockage de batterie, donc pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, là, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait regarder plus dans les détails. Néanmoins, je pense que cela n'est pas intéressant. Après, Marjolie précise que les planchers chauffants électriques, super énergivores, au passage. J'ai Jean-Louis, Dominique, j'ai perdu la question, hop, qui nous dit quid des panneaux thermodynamiques avec liquide frigorigène pour capter la chaleur et pompe à chaleur. Alors, je viens de voir votre question, Monsieur Masson, on répondra après aussi peut-être. Alors, la question donc, il est possible en fait aujourd'hui de coupler des panneaux. Alors, le système, ce qu'on appelle un système thermodynamique, c'est vraiment lié à la pompe à chaleur. C'est pompe à chaleur, par exemple, avec une pompe à chaleur qui puise l'énergie dans le sol, dans l'air, dans l'eau, mais qui possède bien un système de chauffage, distribution de chauffage à eau. Déjà, de base, toutes les pompes à chaleur RR, par exemple, ne sont pas compatibles.
les pompes à chaleur RO ou OO sont compatibles. Il est possible de coupler en fait un système donc un système solaire combiné. Il est possible de le coupler avec une pompe à chaleur, tout à fait, oui. Cette solution, en général, est plus coûteuse que les autres. C'est pour ça qu'on en parle moins. On est plus sur des orientations vers du bois, en général, en appoint, et plutôt du gaz ou du bois. Mais on conseille un petit peu moins les pompes à chaleur avec ça. Par contre, il y a une nouvelle technologie, effectivement, qui est d'avoir une pompe à chaleur. C'est des entreprises actuellement qui développent ce concept. On n'a pas encore eu de devis, donc on ne va pas vous dire si on ne peut pas trop vous faire de retour dessus. C'est ce qu'on appelle une pompe à chaleur qui capte l'eau, donc qui est reliée en fait au système, au panneau, tout simplement. Et en fait, l'eau est chauffée par les panneaux, elle est ensuite envoyée dans la pompe à chaleur, et donc l'économie, ce qu'on appelle un système OO, et au lieu que ce soit un système qui puise, qui est relié à de l'eau, par exemple, dans une nappe phréatique dans le sol, en fait, c'est l'eau, effectivement, le liquide frigorigène qui est dans les panneaux. Donc ce système est développé, mais aujourd'hui, je préfère ne pas vous répondre là-dessus parce que c'est vraiment tout nouveau et on n'a pas encore eu de devis et de retour d'installation concernant le chauffage. Par contre, on n'a pas non plus de retour dans la région pour la question de l'eau chaude sanitaire. Mais effectivement, en tout cas, c'est possible de coupler le solaire thermique et les pompes à chaleur, tout à fait. Tac, tac, tac. Alors, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Nous avons un petit débat plancher chauffant électrique sous RT 2012, non RT 2012, Estro, énergivore ou non. C'est sympa. N'hésitez pas, s'il y a encore quelques questions, il nous reste pas encore beaucoup de minutes sur le temps de présentation, enfin sur le temps dédié à ce moment webinaire. Donc n'hésitez pas. Et si pas de questions, on se souhaitera une très bonne soirée. Qu'on est toujours au mois de janvier avec tous les vœux de bonheur pour 2022, des personnes qu'on n'aura pas encore rencontrées. Je crois que ça va être le mot de la fin. Personne ne se bouscule sur le chat. Je ne vois pas demain. Ah si, je ne vois aucun rendez-vous disponible sur votre site. Qu'en est-il? Alors, ça, vous avez essayé de regarder dans quel coin? Peut-être vous pouvez prendre le micro, là, le micro, peut-être. Oui, sur la fin. Si vous voulez effectivement poser votre question à haute voix. Bonjour. Moi, j'ai regardé sur Bouguenais. Je voulais prendre rendez-vous au pôle Loire-Sèvres, je ne sais plus comment il s'appelle, de Nantes Métropole. Je sais que vous faisiez des rendez-vous dans des communes. Est-ce que ça va reprendre? Alors, effectivement, il n'y a pas d'horaire disponible en ce moment. Alors, Laurie, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Si tu veux, je peux répondre. Vas-y. Du coup, là, je suis dessus, effectivement. Alors, les horaires aussi, il y a des ouvertures de créneaux. Des fois, c'est mois par mois. Par exemple, là, c'est tous les créneaux de janvier. Et donc, d'ici quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines, il y aura en gros une ouverture de rendez-vous pour février. Et donc, voilà. Et là, vous pourrez reprendre rendez-vous. Et donc, il y a bien une permanence à Bougnay. Il y en a sur l'ensemble du secteur de Nantes Métropole, effectivement, dans les différentes communes aussi. Soyez bien attentifs à bien regarder l'adresse quand vous choisissez. Si vous voulez vraiment absolument être sur Bougnay, effectivement, regardez bien l'adresse. Ok, merci. Pour toutes les personnes, je précise juste, pour toutes les personnes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On est là pour ça, ou juste appeler. Déjà, si par exemple la question des aides financières, on n'en a pas parlé parce que ça ne tiendrait pas en 1 heure. Mais effectivement, il existe bien des aides financières. Alors pour le photovoltaïque, on n'en a pas parlé, mais il n'y en a pas. Ces aides sont données par la demande est effectuée par l'installateur. Il y a bien une aide financière pour l'autoconsommation seulement, pas pour la revente de surplus. Cette aide. Par contre, pour tout ce qui est solaire thermique, là, c'est intéressant. C'est vraiment l'aide de MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro, la TVA à 5,5. Donc voilà, il y a pas mal d'aides. Et il ne faut pas hésiter à aller soit sur notre site internet pour regarder la rubrique aide, donc dans Info Énergie Pays de la Loire. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder.
Mais en tout cas, il existe bien des aides, et même pour les revenus les plus élevés, le montant, même s'il est très faible, il peut être de l'ordre de 200 euros. Après, ça peut être, voilà, ça peut monter en fonction de vos revenus. Et la Carène donne aussi des aides spécifiques sur le solaire thermique qui peuvent être également très intéressantes. Et là, il faut prendre rendez-vous avec nous aussi. C'est mieux. On a une dernière question. Savoir si on a une étude pour comparer une installation en 3 kW en tant que particulier et plus de 3 kW avec un statut juridique associé. Oui, vous pouvez. Oui, on peut. Alors, on a des devis d'autres personnes. On n'a pas d'études précises, mais par contre, on peut venir et en discuter. On peut faire une étude, c'est-à-dire on peut faire une analyse de votre toiture, regarder un peu ce qui est possible ou pas, regarder la surface de votre toiture aussi, votre orientation, et vous dire si ce qui peut être intéressant ou pas. Effectivement. On n'a pas d'études précises. Par contre, si vous voulez avoir, on n'en a pas mis, mais il y a bien un site qui s'appelle photovoltaïque. Photovoltaïque. On pourra le mettre, c'est info.info. Je crois que c'est ça. Photovoltaïque.info, c'est un site de ressources sur photovoltaïque, il y a énormément d'informations dessus, et il est vraiment complet. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site, je le mets juste en partage. Tac. Alors pour les néophytes, c'est un peu compliqué, mais par contre, pour les autres personnes, effectivement, n'hésitez pas, ou même juste les néophytes aussi, regardez un petit peu. Voilà. Méfiez-vous juste des installateurs qui vous font des devis très importants, qui ne sont pas de la région. Vraiment, méfiez-vous de ces installateurs-là. C'est aussi très important. On a beaucoup de retours là-dessus. N'hésitez pas, prenez bien des installateurs. Nous avons M. Levillain qui a été étonné de voir au moment de faire des devis la TVA pour le photovoltaïque passer de 10% à 20% entre un projet moins de 3 kW crête à plus de 3 kW crête. Effectivement, alors c'est là lié au statut juridique. Effectivement, c'est lié à ça. Là-dessus, effectivement, est-ce que Laurie, toi, tu peux répondre le temps que je regarde l'info? Alors moi, je sais qu'effectivement, c'est normal. Dès lors qu'on est en dessous de 3 kW crête, on a une TVA réduite à 10. Alors que pour les projets qui sont au-delà de ça, on est sur une TVA à 20% classique. Le pourquoi du comment, je ne saurais pas dans le détail. Mais sinon, c'est effectivement normal. Je Le devis regarde qui juste. pourra passer. Pardon, excuse-moi, Laurie, je veux dire, je regarde rapidement. La question de l'imposition, la non-imposition aussi, quand on est supérieur à 3 kW crête. Après, ça, il faut vraiment voir avec nous, enfin, si vous êtes intéressé, ou alors aller sur Photovoltaïque Info. Effectivement, voilà. La TVA est plus importante. Voilà. Ouais, c'est ça. Dès qu'on dépasse 3 kW crête. C'est bon. Je pense qu'on a fait du coup le tour des... Disons que l'État n'incite pas bien les consommateurs sur le photovoltaïque, si je comprends bien. Après, excuse-moi, je peux me permettre juste de dire une dernière info, il faut aussi vous projeter, n'hésitez pas sur le photovoltaïque à vous dire aussi, à réfléchir sur l'augmentation du prix de l'électricité. Et par exemple, pour la personne qui a, Monsieur Masson, avec son plancher, avec votre plancher chauffant électrique, n'hésitez pas, oui, voilà, à avoir cette réflexion aussi sur comment je peux baisser ma consommation aussi d'électricité de base avant de me dire je vais en produire. C'est vraiment ce qu'on vous a dit au tout début, et c'est vraiment une info essentielle. Je veux dire, bon, comment je peux baisser ma consommation, si c'est possible ou pas, avant d'installer du photovoltaïque aussi. Voilà. Merci, bonjour. Juste pour précision, je travaillais chez un constructeur et j'ai construit une maison aux normes BBC. Donc, en fait, au niveau de l'étanchéité à l'air et puis d'isolation, je suis extrêmement performant. Et donc, j'ai fait attention à ce sujet-là, justement, pour minimiser au maximum ma consommation. D'accord, super. Parfait, c'est effectivement la démarche dans laquelle il faut s'inscrire à chaque fois de toute façon
Comme l'avait précisé Guillaume au tout début du webinaire, avant de parler des systèmes, l'énergie la moins chère, finalement, c'est celle qu'on ne paye pas. Donc même, bon, là, avec le solaire, on ne paye pas l'énergie non plus, voilà. Mais c'est vrai que dès lors qu'on a le moins de besoins possible, c'est toujours ça de moins à payer aussi et qui fait moins mal à la planète. Bon, tout positif. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait cette fois-ci vraiment le tour. Je vois des merci. Merci, Monsieur Masson. Alan, mon colocataire vient de me mettre dans le noir. Effectivement, non, c'est du coup, Bon, c'est pas grave, c'est la fin, je couperai. Les panneaux solaires ne produisent plus. Bon, moi, je suis pauvre petite locataire. Alors, je ne suis pas encore rendue à choisir comment je me chauffe. on est en site Mais clair. isolé, voilà, on a voulu Ça viendra avoir, vite. il n'y a plus de soleil. Oh, c'est pas grave. Sur ce magnifique moment, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir pris le temps de poser vos questions. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, du coup, que ce soit par mail, par téléphone ou directement en présentiel avec un rendez-vous pour qu'on puisse échanger plus longuement sur votre futur projet solaire et ou rénovation énergétique dans son ensemble. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, merci. Je vais allumer la lumière, je reviens. Effectivement. On se retrouve. Ok, bon bah, ok. Hop, je vais supprimer. Ça, c'est bon. Tac. Voilà. J'ai un des participants toujours actif. T'as enlevé l'enregistrement là, c'est bon du coup, Oh punaise, non. bon, c'est pas grave.